Valérie Expert. Avec vous jusqu'à midi en direct 0826 300 300. Avez-vous été convaincu par le président de la République? A-t-il répondu à la colère des Gilets jaunes? Ces annonces sont-elles à la hauteur? Dites-nous ce que vous en avez pensé. 0826 300 300 pour en débattre, pour commenter cette conférence de presse. D'abord, est-ce que c'était la bonne formule? On pourra aussi répondre à cette question. Laurence Marchand-Taillade, présidente de Force Laïque, bonjour. Bonjour. Judith Weintraub, grand reporter au Figaro Magazine, bonjour. Dominique Bonjour. de Montvalon, journaliste politique, bonjour. Bonjour. Et Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, spécialiste en communication politique. Votre dernier livre, Le coup de com' permanent, aux éditions du Cerf. Je ne me Bonjour. lasse pas du titre. Oui, merci. Je ne me lasse pas. Je le sais. Je ne me lasse pas. Et je m'en de ce réjouis. titre. Voilà. Parce que c'est l'encyclopédie qu'on attend maintenant. Vos appels qui sont déjà très nombreux. On va commencer par vous écouter. Sabine est en ligne avec nous. Bonjour Sabine. Bonjour tout le monde. Merci de m'avoir donné la parole. Alors, vous êtes gilet jaune? Non. Non. Vous avez pensé quoi du président de la République hier? Moi, il était lucide. Oui. Il était lucide. Il s'est adressé à tous les Français, pas qu'aux Gilets jaunes, mais il s'est adressé aussi aux Gilets jaunes. Ouais. Voilà. Et vous trouvez qu'il a su justement avoir les bons mots et les bons arguments? Tout à fait. D'accord. Moi, je suis parmi les 37% qui ont été convaincus. Oui, il y a eu un sondage effectivement qui a été fait hier soir où J'ai entendu, voilà. 65% des Français ne sont pas convaincus, des sondages qui sont 37 convaincus. 37 convaincus. Donc, voilà. Donc Voilà, vous moi, avez je été suis parmi convaincus. les 37, voilà. D'accord. Bon, écoutez, qu'est-ce qui a retenu votre attention parmi ce qu'il a annoncé En dehors hier? de ce que tout le monde dit, il y a la baisse des impôts et tout ça, il y a certains petits détails. Il a donné le droit au CAF de pouvoir prélever l'argent pour les femmes célibataires. Ça, c'est un point qui est très important, personne n'en parle. Ouais. Ça, voilà. Le CECE, le Conseil de défense écologique, il va donner à 150 personnes élues parmi le peuple. Tiré au sort. Et ça, c'est un point qui est très important. Il faut en parler. La prime à l'activité défiscalisée, elle va être reconduite. Il faut en parler. Les niches fiscales pour les entreprises, elles vont être annulées. C'est des points qui sont très importants. Il faut en parler aussi. Alors, on va y revenir justement. Alors, c'est vrai qu'il a fait un certain nombre d'annonces. La question est comment va-t-il les mettre en place? Et ce que moi j'ai retenu en tout cas, c'est que c'est le président de la République, c'est le Premier ministre qui va se retrouver avec la patate chaude, si je puis m'exprimer ainsi. On a Joseph également de Paris en ligne. Bonjour Joseph. Oui, bonjour tout le plateau. Bonjour. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Un très grand merci de m'accueillir. Oui. Écoutez, moi je l'ai pas suivi entièrement, je vais être honnête avec vous. Alors j'écoutais attentivement Sabine. Bon, moi je respecte l'opinion de chaque personne, on est bien d'accord. Moi je pense que j'ai retenu tout à l'heure, je parlais avec un média que je connais bien, et il me disait, Joseph, ce que nous a fait le président hier, c'est tout simplement du cosmétique. Donc je ne vais pas m'étaler là-dessus, vous comprenez ce que je veux dire. Et je pense quelque part, après avoir bien analysé ce mot, je pense que c'est tout à fait ce qui nous arrive. Il ne prend pas le problème à la base, et j'en suis vraiment chagriné. Quand il dit aujourd'hui les mouvements des Gilets jaunes, mais quelque part, il n'est même pas aigri, ça ne le dérange pas. Bon, après, je peux concevoir. Mais à un moment donné, il faut prendre le problème à la base, et je pense qu'il n'a pas pris encore le problème à la base. Et ça me chagrine fortement pour nos citoyens. Voilà, donc bon. Après quoi dire d'autre, il y a du positif, effectivement, puisque on est bien d'accord, il veut faire des efforts. Là-dessus, on peut pas le retirer de ça. Mais voilà, pour moi, d'accord. Voilà. Donc pour vous, il n'a pas quand même répondu directement aux questions qui lui étaient posées. Alors on va un petit tour de table. Judith Weintraub, vous avez évidemment... Vous y étiez, vous, à la conférence de presse hier? Non, j'étais dans un média pour la commenter. Peut-être alors, bon, allez-y, peut-être un mot sur la forme. On reviendra peut-être sur le fond, c'est-dire... devant un bureau assis. La question que vous posiez au départ, conférence de presse, la bonne formule. Moi, j'étais très pour, je reste très pour, parce que Emmanuel Macron est suffisamment flou parfois
pour que ce soit extrêmement utile que des journalistes puissent lui demander de préciser ses propositions. On a vu d'ailleurs qu'hier, après sa quasi-heure d'allocution, alors qu'elle devait durer 20 minutes, enfin, oui. c'est pas grave, les questions ont toutes porté sur préciser les choses. Qui va bénéficier des mesures que vous annoncez, comment seront-elles financées et quand s'appliqueront-elles ? Question auxquelles je dois dire qu'on n'a pas eu de réponse parce qu'effectivement, tout ça incombe à Édouard Philippe quand ce n'est pas encore plus lointain, comme par exemple l'écologie confiée à cette fameuse conférence. Ça, bon, pour la forme. Pour le reste, moi j'ai trouvé qu'il insistait beaucoup pour dire je garde mon cap, je me suis posé la question, est-ce que je me suis pas trompée ? Je me suis répondu non, je me suis répondu continue, vas-y, plus fort, plus loin. Tout ça en nous ayant annoncé en préambule un nouvel acte de la République, c'est quand même assez paradoxal. En fait, le nouvel acte de la République, si on comprend bien, c'est un changement de lui-même, un changement de méthode, puisqu'il a été marqué dans sa chair par ce qu'il découvrait de la vie des Français. Alors, ambiguïté sur je change pas, et qu'est-ce que je change ? Et quand on y regarde de très près, mais on aura l'occasion d'y revenir, on s'aperçoit que sa politique pro-emploi en prend un grand coup. Oui. Encore une fois, sur la forme, vous dites heureusement qu'il y avait des journalistes. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que ce sont toujours les mêmes journalistes qui interviennent. Si on fait le compte, il y a eu les 3 chaînes d'infos, il y a eu TF1 France 2, il y a eu une grande radio RTL, il y a eu Le Figaro, l'outre-mer, l'étranger, voilà. Donc c'est un petit peu. Valérie, cela ne doit. Dominique, vous qui connaissez bien ce type d'exercice. À la limite, j'étais là hier sur place. Cela ne doit absolument pas, ça ne doit rien au hasard. Oui, c'était déjà le cas, je le dis, à l'époque de avec François la Hollande. conférence de presse de François Hollande. C'était pas le cas sous Sarkozy. Moi, j'ai interrogé des responsables d'ailleurs, ça avait à l'époque de Nicolas Sarkozy. À l'époque de Sarkozy, des résultats justement un peu différents, un peu transgressifs, un peu bon. Ouais. Il aurait fallu, mais les réponses sont longues et puis le propos liminaire durait 61 minutes. Il aurait fallu que la conférence de presse dure autant que certains grands débats en province, c'est-à-dire 2h30, 3 heures, pour que quand il a indiqué que c'était terminé parce qu'il voulait c'est une des conséquences pratiques qu'il avait tirées de ses errances ou de ses erreurs. Il y avait une forêt de questions, la moitié de l'assistance se levait. Bon, voilà, c'est comme ça, mais il n'est pas pensable dans le système présidentiel un tantinet monarchique qui est le nôtre et dans la logique que Sud Radio, par exemple, puisse poser une question. Ah ben que Sud Radio, j'en sais rien, c'est pas moi qui dirige les choses. Moi, je n'ai même pas imaginé de poser une question. D'ailleurs, je pouvais ne pas en poser. Mais il y a eu le quotidien, il y a eu le petit truc subversif. De toute façon, il faut que les grands, ceux qui sont supposés être les institutionnels médias, et chacun leur question. Après, s'il reste de la place, tant mieux pour les autres, sinon, tant pis. Arnaud Benedetti, sur la forme hier. Il ne s'était pas confronté. Finalement, comme il a à peu près tout fait en termes de communication, c'était la dernière figure de communication classique qui lui est restée à expérimenter. Donc, il l'a fait. Sur le plan formel et sur le plan technique, il a réussi. La prestation, de ce point de vue-là, je veux dire, personne ne va contester qu'il a du talent, qu'il manie bien sa rhétorique, qu'il est à l'aise, qu'il est plutôt convaincant dans la relation de face à face. Mais après, sur le fond, c'est qu'on voit bien que l'exercice était extrêmement contraint. Parce que, in fine, qu'est-ce qu'il a fait ? Ces variations sur un même thème. Globalement, je ne suis pas sûr qu'il ait répondu aux questions que lui pose l'opinion publique qui soutient les Gilets jaunes. Ni même les journalistes. Et là, là-dessus, ni même les journalistes. Il n'a certainement pas répondu aux questions des journalistes. Sauf que pour lui, ça avait un intérêt. Il réintégrait, dans toute la stratégie de communication qui est la sienne depuis le grand débat, c'est finalement de réintégrer tous les intermédiaires qu'il a laissé de côté depuis le début de son accession à l'Élysée. Il a réintégré les maires, il essaie de réintégrer les syndicats, et maintenant il réintègre les journalistes politiques avec lesquels il n'a pas une relation très orageuse. Une relation pour le moins orageuse. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'on avait quand même l'impression qu'après ce grand débat, il avait découvert un certain nombre de choses en France. Il avait découvert les maires, il avait découvert les familles monoparentales, il avait découvert les gens qui sont au RSA, il avait découvert la France des ronds-points et des territoires. Donc bon, il a fait quelque part, je veux dire, une espèce de rite de passage. Ensuite, moi j'ai trouvé sur le fond que la difficulté à laquelle il se heurte, c'est que vraisemblablement, le logiciel politique qui est le sien
n'est pas celui des gens qui aujourd'hui soutiennent les Gilets jaunes. Et là-dessus, il y a à mon sens un malentendu qui reste profond. Mais il y a quand même quelque chose d'important. Et je terminerai là-dessus, et qui à mon avis traduit un retournement. Alors c'est sémantique pour l'instant, mais la sémantique, ça précède souvent des évolutions. Ce qu'il a dit sur les fonctionnaires, c'est-à-dire notamment ce qu'il a dit globalement qu'il ne reviendrait vraisemblablement pas, qu'il va revenir vraisemblablement sur la baisse des effectifs de 120 000 fonctionnaires. Ça, c'est quelque chose qui est important, parce que ça veut dire que tout le discours qui, depuis un certain nombre d'années, est celui de dire il faut moins d'État, ce discours quand même en prend un coup aujourd'hui. Exactement. Et ça, c'est quand même pas négligeable. C'est de la politique pro-emploi qui en prend un coup dans l'aile. Oui, Laurence Marchand-Taillade. Alors, après on prendra Corinne. Bon, plusieurs choses. D'abord, oui, effectivement, c'était un exercice très périlleux pour lui. Moi, ce que je craignais, c'était la petite phrase, parce que c'est souvent ce qui lui arrive quand il se retrouve dans ce genre de situation. Il a réussi à se contenir, donc on peut s'en réjouir. Après, sur le fond, honnêtement, moi, je ne suis pas convaincue du tout. D'abord parce qu'on a le sentiment qu'il renvoie une fois de plus au calendrier grec les décisions, qu'on renvoie à des nouveaux débats, que finalement, il fait porter la responsabilité aussi des décisions qui seront prises à d'autres, soit aux maires, aux collectivités locales, à Édouard Philippe, beaucoup. D'ailleurs, on voyait le visage d'Édouard Philippe se décomposer au fur et à mesure de l'intervention. Je pense qu'il était un peu au courant. Voilà, quand même, il était au courant, mais en tout cas, il n'avait pas l'air très réjoui. Voilà, il prenait beaucoup de notes, il n'avait pas l'air super réjoui. Pour moi, il n'y a pas de changement de cap. Et en l'occurrence, il y a aussi beaucoup de mesures dont on se demande comment il va les financer. Donc, beaucoup de blabla. Et alors, la petite note, puisque vous savez à quel point je suis attachée à la laïcité. Donc, il a une très belle tirade sur la laïcité. Donc, moi, je l'encourage à aller jusqu'au bout et à dissoudre l'Observatoire de la laïcité qui ne sert à rien. Voilà. Il y a eu des réactions d'ailleurs sur ce sujet. Corinne, pardon, si j'ai juste un mot là-dessus. Je ne sais pas si vous avez regardé, Laurence, les réactions du dit observatoire. Mais tout ce que dit le président, on le fait déjà. C'est exactement notre ligne. On sentait quand même qu'ils étaient un peu inquiets. Tout à fait. Mais et avec Manon Aubry qui n'a pas compris grand-chose à ce qu'avait dit le président. Voilà, les réactions sont intéressantes à ce sujet-là. Et c'est vrai qu'il faut rappeler quand même les très belles incointances de Jean-Louis Bianco et de son acolyte avec cette forme d'islam qui est dangereuse en France. Et donc, c'est intéressant de voir qu'Emmanuel Macron a complètement changé de vision entre l'été où il voulait réformer la loi de 1905 pour combattre l'islamisme et aujourd'hui, donc il nous dit qu'il va le combattre de la même façon. Il va combattre les financements. Il le nomme, ce qui est très bien. Il parle du risque de sécession. Voilà, et donc il le nomme, il dit qu'il va mener des actions et en l'occurrence, de façon totalement miraculeuse, il n'a plus besoin de modifier la loi de 1905. Donc, réjouissons-nous, ça veut dire qu'il a entendu l'appel que nous avons fait au mois de décembre. Mais enfin, on va prendre Corinne, mais c'était censé être la conclusion du grand débat. Or, est-ce que c'était pas franchement le sujet hier? Là, on avait plus le sentiment que c'était un sujet pour les européennes et pour plus tard. Corinne, pardon de vous avoir fait patienter. Bonjour, on vous écoute. Bonjour à toute l'équipe. Bon, déjà, je voulais dire que j'aime beaucoup Monsieur Benedetti parce que je suis beaucoup la politique, donc j'aime bien ce qu'il parle. Bon. Moi, je vais vous dire ce que je conclus de ce grand oral. Pour moi, Monsieur Macron, c'est un grand directeur de supermarché. Donc, il fait des promotions. Et il veut être maire. Donc, il fait beaucoup de promotions, là, en ce moment. Promotion. Je suis tendance de gauche. J'ai soutenu Monsieur Montebourg. Mais je vais vous dire, moi, la France, ce que je voudrais, c'est qu'elle avance, quoi. Moi, des petites réformes à 2 balles, on s'en fout. Moi, je suis de gauche, mais j'aimerais que sur la fraude fiscale, on le mette au privé, supervisé par les préfets, qui puissent regarder les comptes. Pardon, il a fait une proposition sur ce point-là. Il a demandé à la Cour des comptes d'examiner... Non, c'est concret, on le met au privé. Le privé prend ça, on leur donne 20% de ce qu'ils récupèrent en argent, vu par les préfets, parce que je ne veux pas que le privé rentre dans les comptes des gens, je ne veux pas que ça soit une anarchie, je veux que ça soit centralisé. Je voudrais que les gens qui sont pauvres, les enfants qui n'arrivent pas à se nourrir, que ça soit au local de le faire. Et qu'on leur donne les moyens. Mais il y a déjà, il y a des allocations familiales, il y a des subventions. C'est qu'on contrôle les gens qui viennent et qu'est-ce qu'il y a nécessité, pourquoi, est-ce qu'ils gèrent mal, la fraude sociale. D'accord. Voilà. Non, mais je veux dire qu'il faut voir cerner le problème. Et moi, je pense que les maires ont cette possibilité, mais il faut leur donner un peu respirer. Vous voulez toujours faire respirer les entreprises, mais il faut peut-être faire respirer les communes. Ouais. Les communes, il faut les laisser un peu vivre. Et moi, je pense qu'il y a beaucoup de maires. Alors bon, on n'est pas parfait. Moi, je suis peut-être pas une citoyenne parfaite. L'homme politique n'est pas tout le temps parfait. Le chef d'entreprise n'est pas tout le temps parfait. Mais dans la majorité de toutes ces personnes, il y a de la bonne volonté. Ouais. Mais le problème, c'est que le waouh,
Ouais. C'est quoi le waouh? C'est des toutes petites mesurettes à droite à gauche qui n'aboutissent pas à un but commun. Ouais. Quand Alors, vous êtes à l'école, on vous dit vous allez par là pour avoir un bon poste et tout. Là, on nous dit une petite là, une petite là. Et en fin de compte, c'est pas le commun de la France. On veut que la France redevienne compétitive. Regardez. Non, alors je suis obligée, Corinne, je suis obligée de vous interrompre parce que je suis obligée de vous interrompre parce que c'est l'heure de la pub et là c'est incontournable. Restez avec nous, à tout de suite. Nogaro.com. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, vous retrouverez ensuite André Berkoff. Qu'avez-vous pensé de la conférence de presse d'Emmanuel Macron? 0826 300 300, tous vos appels, vous êtes nombreux. Pardon Corinne, vous étiez un petit peu longue et on a beaucoup d'appels. On était avec Arnaud Benedetti, Dominique de Montvalon, Laurence Marchand-Taillade et Judith Weintraub. On a en ligne Charlène. Bonjour Charlène. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Qu'en avez-vous pensé? Alors là, vraiment déçue. Ouais. Mais vous attendiez quelque chose ou pas? Vraiment, je n'attendais pas grand-chose de ce président. Ah bah voilà. Mais on attendait quand même un petit quelque chose, une petite avancée, et il n'y a rien qui s'est passé. On n'a pas parlé des personnes handicapées, à part les enfants pour la scolarité. Nous n'avons pas parlé vraiment du point des ressources et de la premier achat de nécessité. Et ça, je trouve que c'est vraiment très dommage parce que je pense que la plupart des gilets jaunes, parce que je suis gilet jaune, et la plupart des gilets jaunes et leurs familles qui ne sortent pas de chez eux, mais qui sont gilets jaunes, qui nous comprennent, même eux n'ont pas du tout compris. Ont pas compris. Ils ont dit là, c'est vraiment du foutage de tête, quoi. C'était comique. C'est un petit peu le sens des réactions qu'on a sur le fil Twitter. Et c'est un petit peu la question que je posais pendant la pub en disant, mais cette conférence de presse, le contenu aurait pu avoir lieu il y a 3 mois, 4 mois. En quoi est-ce que c'est la réponse au grand débat et aux attentes des Gilets jaunes? Alors il y a quand même un effet d'optique, si vous voulez, c'est qu'en fait son plan de com a quand même été perturbé particulièrement par ce qui s'est passé à Notre-Dame. Et donc il a été d'une certaine façon incendié avec la charpente de Notre-Dame, son plan de communication. L'idée, c'était quand même de créer de la surprise. Évidemment, quand vous avez les annonces qui ont fuité dans la presse une semaine avant, vous ne pouvez plus créer de la surprise. Alors ce qu'il a fait, il a fait une conférence de presse finalement pour créer de la surprise, puisqu'il a renoué avec un exercice de communication qu'il n'avait pas lui-même utilisé. Donc je pense que oui, de ce point de vue-là, il est passé un peu à côté de l'exercice. Mais moi, je crois fondamentalement que Emmanuel Macron n'a pas fondamentalement pris la mesure de la crise très grave que traverse le pays. Et, vous pensez vraiment? Moi, je pense vraiment, oui, je pense vraiment, parce qu'il est confronté quand même à une crise sociale, à une crise politique, à une crise institutionnelle. Et la crise institutionnelle, il n'y répond pas. Parce que ce ne sont pas les quelques mesures qu'il prend sur le plan institutionnel, à l'exception peut-être de la proportionnelle, et encore, il ne nous dit pas vraiment quel niveau, 20%, il nous dit 20%. Et on va voir. C'est peut-être la seule réponse qu'il apporte à la question de la représentativité. Mais enfin, sur le fond, finalement, aujourd'hui, le déséquilibre entre l'exécutif et le législatif, il n'y répond pas. L'acte de décentralisation, on ne voit pas trop vers quoi il tend. Donc, je crains qu'il n'ait pas fondamentalement, encore une fois, pris conscience de la réalité des problèmes auxquels il est confronté, parce que tout simplement, il ne le veut pas. Et il considère que... Il ne le veut pas ou non, il ne le veut pas. Il pense fondamentalement qu'il a raison. Et ça, on peut lui faire crédit, au moins de cette sincérité-là. Oui, il a fait un petit mea culpa, mais il a reconnu des maladresses. Oui. Benedetti à Emmanuel Macron hier et dans sa formulation, mais j'apprécie, parce que j'apprécie cela, est extrêmement pervers. C'est-à-dire qu'il lui fait crédit de quelque chose qui est tragique pour Emmanuel Macron. C'est, enfin, tragique. Bon, c'est peut-être des bien grands mots. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je trouve que l'expression clé, poignante par certains côtés, mais enfin, mieux vaut ça que l'inverse, si j'ai beaucoup appris. Il est président de la République, Dominique. Attendez, laissez-moi terminer. Je sais qu'on ne peut pas parler de Macron. On ne peut pas aligner 2 phrases sans qu'immédiatement... c'est partout pareil. Alors, je veux bien faire un concentré, un abrégé. Bon, il a dit ça. Non, mais bref, je vous adore, mais Valérie, mais enfin, mais comment quand même, le président de la République peut dire j'ai pris conscience de ça? Enfin, Il se trouve... Alors, je vais le faire bref, je vais me concentrer là-dessus. Il se trouve qu'Emmanuel Macron, le jeune Emmanuel Macron, qui ne connaissait pas grand-chose de la vie,
parce qu'il était intelligent, il est intelligent, mais il était extrêmement jeune. Il n'avait pas de cicatrice, il n'avait pas vécu. À un moment, il a imaginé que en 2022, il pourrait peut-être être candidat à l'élection présidentielle. Et puis, il a vu deux choses se passer. L'effondrement politique de la droite républicaine, l'effondrement idéologique des socialistes. La droite et les socialistes, c'est eux autour desquels était structurée d'une façon X ou Y toute la Ve République depuis la libération, enfin en tout cas depuis le début de la Ve République. Et il s'est engouffré dans la brèche et il est arrivé là. Qu'est-ce qu'on a vu? Un homme, il l'a d'ailleurs confessé. Est-ce que les corrections de tir auront lieu? On verra, c'est pas sûr. Hein. Le naturel reprendra peut-être le dessus. On a vu un homme arrogant, un homme qui connaissait pas bien les Français et mal la France, et qui est extrêmement autoritaire et qui nous jupitérien, et qui en plus avait un leitmotiv que moi m'a sidéré, c'est de dire il faudrait aller encore plus vite, encore plus vite, encore plus vite. Attendez, mais on prenait le tournis, etc. Cet homme-là nous dit brusquement, sous l'effet de la crise, de ce qu'il a enduré, et du fait, il en a quand même conscience, et beau être sot, il est quand même rendu compte qu'il s'en est fallu d'un rien, qu'il soit balancé, renversé par la rue, par tous ceux qui se coalisaient contre lui, qui sont peut-être pas d'accord entre eux, mais enfin au moins ils étaient d'accord pour le virer. Et il a vu ça, et il dit... J'ai appris, j'ai changé. Ça en est devenu même, j'arrête là, contrairement à ce que j'ai dit, je suis trop long, mais je veux dire, par exemple, ça en devenait caricatural à un moment, vers la fin de la conférence de presse. On lui demandait, mais est-ce que vous pouvez nous dire comment ça va se décliner la proposition générale que vous avez fait? Ah non, je peux pas, parce que maintenant, vous savez, le Premier ministre, c'est lui qui va devoir gérer ça. Je veux bien que comme disait Judith, je crois, il faisait une gueule d'enterrement, mais enfin, je l'ai vu à d'autres moments assez... Enfin, gueule d'enterrement, enfin... Attention dans le micro, Dominique. Mais il était quelque part souriant. Bon, souvent, c'était un homme, Philippe, qui voilà. Oui, mais moi je pense qu'il y a quand même un malentendu, c'est que Macron pense qu'il a été élu avec un mandat clair des Français, que son mandat n'est pas du tout clair. Ah bah il a changé quand même. Et c'est toute la difficulté. Arnaud, vous l'avez dit avec l'histoire des fonctionnaires, de la fonction publique. Oui. Et ce qu'on a évoqué tout à l'heure aussi sur l'islam, c'est peut-être ponctuel et tout. Il n'y a pas que les fonctionnaires. Le fait qu'il enterre en fait, enterre l'objectif de supprimer 120 000 postes de fonctionnaires. Je rappelle qu'il n'en a supprimé que 6 000 sur 2 ans, donc de toute façon, c'était évidemment inatteignable. Le fait qu'il parle de Maison France, c'est-à-dire de services publics de proximité dans chaque canton, il y a 2005 ou 2006 cantons sur l'ensemble du territoire national, outre-mer comprise. Ça fait du monde. Alors je ne sais pas comment il va s'y prendre. On a vraiment des preuves concrète d'un changement de cap qui ne dit pas son nom. Voilà, on peut approuver ou pas, mais c'est évident. Vous rajoutez à ça le non-report de l'âge de la retraite, un discours très flou sur le système qu'il qualifie d'incitatif pour travailler pour longtemps. Normalement, une incitation, c'est une récompense quand vous allez dans le bon sens. Et là, c'est une punition quand vous travaillez pas assez longtemps. C'est le système de la décoque. Il n'a pas parlé de surcote, c'était pourtant dans le débat. Allez, on se retrouve dans un instant avec vos appels 0826 300 300. On aura Jean-Pierre et Elisabeth avec nous. Vous êtes nombreux à vouloir réagir. À tout de suite sur Sud Radio. 49 € le kilo. Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert. De retour avec vous pour commenter l'intervention du président de la République hier soir, la conférence de presse du président de la République hier. Vous êtes nombreux à nous appeler 0826 300 300, à réagir sur le site internet, sur le site Facebook de Sud Radio, de l'enfumage, la révolution, demain tous dans la rue, le jaune va devenir noir, on sent de la colère encore, en tout cas chez vous, auditeurs de Sud Radio. On a en ligne avec nous Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre. Oui, bonjour. Bonjour, alors vous Jean-Pierre, vous l'avez regardé le président de la République hier ? Je l'ai regardé très peu, parce que là il commence vraiment à m'énerver. Il est vraiment devenu énervant ce pauvre homme. Je me demande s'il est sourd, s'il nous prend pour des guignols ou s'il n'a rien compris. Ça fait 6 mois qu'il y a une catégorie de gens qui lui expliquent qu'en travaillant, il n'arrive plus à vivre. Et je ne pense pas qu'il ait apporté la moindre solution. L'essence est à nouveau à 1,50 € aujourd'hui. On n'en parle plus à nouveau. Moi, je ne comprends pas. Il y a quelque chose que... Bon, si Macron ne comprend pas qu'il faut répartir un petit peu mieux la richesse,
c'est-à-dire donner les moyens aux gens qui travaillent de vivre. Mais on va droit, ou alors ils souhaitent qu'il y ait une révolution. Peut-être que c'est ce qu'ils souhaitent. Je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus rien. Parce qu'il y a quand même, on est dans un pays riche, très riche. On vient d'en avoir encore la peur il y a quelque temps avec la charpente de Notre-Dame, pour qui j'ai énormément de respect. Mais je sais pas, quand je vois par exemple des patrons de grandes surfaces, moi je suis agriculteur, j'ai 800 € de retraite par mois. Quand je vois vous aurez des patrons de grandes surfaces qui sur nos produits prennent 50% de marge, alors qu'à nous, on nous les baisse, qu'on nous baisse la PAC, parce que la PAC devait nous compenser le manque à gagner. Donc on va crever la bouche ouverte en travaillant. Mais ce mec, il me débecte. Bon, il va comprendre. Voilà. Merci Jean-Pierre. Vous êtes nombreux, Laurence Marchand-Taillade. Alors, plusieurs choses, oui, effectivement. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, chacun a été chercher ce qui l'intéressait dans cette intervention, puisque finalement, on a eu droit à une succession d'annonces catégorielles, plus ou moins démagogiques, il faut le dire. Et d'ailleurs, c'était intéressant ce qu'a dit votre première auditrice en disant c'est super, les pensions qui sont non versées vont être directement prélevées par la CAF. Je rappelle quand même que normalement, il faut l'intervention d'un juge. Moi, je trouve que c'est quand même incroyable qu'on demande à un individu dans une caisse d'allocation familiale de prendre la décision d'aller saisir le salaire. C'est tellement incroyable que c'est pas possible. Tellement incroyable que pour moi c'est impossible. Non mais ça ne se fera pas. Ça ne sera pas possible. Il n'y aura pas de saisie sur salaire des CAF. Et des propositions de ce type-là, il y en a plein. La question du tirage au sort pour aller mettre des individus au sein du Césaire. Bon, ok, c'est très intéressant, sauf que c'est une façon aussi de décrédibiliser la démocratie représentative qui est notre système aujourd'hui. Donc pour moi, c'est complètement ridicule. Et enfin, la prime d'activité. C'est super, les gens touchent la prime d'activité, même moi je la touche la prime d'activité. Et ben je vais vous dire une chose, les gens, et moi aussi, on aimerait juste vivre de notre travail. C'est ça que demandaient les Gilets jaunes. C'est là-dessus où il n'y a pas eu de réponse. Sauf qu'il n'y a pas de réponse sur l'augmentation des salaires, sur la question de l'impôt. Ok, il y a une réponse sur les impôts des classes moyennes, parce que c'est les classes moyennes qui sont désignées quand on parle de 2 000 €. À 1 500 € par mois, vous ne payez pas d'impôt, donc vous n'êtes absolument pas concerné par cette mesure. La réforme fiscale, évidemment, c'est quelque chose qui ne fera pas, parce que ça a des effets à 10 ans, et c'est pas dans 10 ans qu'il a besoin de résultats, c'est tout de suite. Et enfin, pour parler de monsieur qui vient d'intervenir sur la question, effectivement, des agriculteurs. Le premier responsable de ce problème, c'est Emmanuel Macron avec la question de la loi alimentation. Parce qu'en l'occurrence, la loi alimentation devait augmenter les revenus des agriculteurs et en contrepartie, la grande distribution devait s'engager à ne pas augmenter les tarifs. Le résultat, c'est qu'il y a plus de 20 000 produits dont les prix ont été augmentés et finalement, les agriculteurs n'ont pas vu le résultat. Donc en réalité, eh bien, je suis désolée, mais pour moi, il n'y a aucun changement à l'horizon. Oui, il y a un journaliste du Figaro hier qui disait à propos de la réindexation des retraites, il est fort Emmanuel Macron, il veut la réindexation des retraites inférieures à 2 000 € au 1er janvier. C'est le cas depuis la censure du Conseil constitutionnel en décembre. Deuxièmement, il ne veut plus de sous-indexation en 2021. La mesure avait déjà été votée, n'avait été votée que pour 2 ans, 2019-2020. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi il ne réindexe pas tout de suite. C'est ça qui pose problème. Mais moi, sur le fond, ce que disait Laurence Taillade, il y a quand même, on attend de ce genre d'exercice. Moi, je pense que ce genre d'exercice, il traduit l'immaturité politique de notre démocratie. Il n'y a qu'en France qu'on voit ça. C'est qu'on attend de la parole d'un homme, le président de la République, qu'il vienne résoudre, comme par miracle, l'ensemble des problèmes de la société française. Comme on est dans un régime où, finalement, qui est hyper personnalisé depuis le général de Gaulle, on attend de la parole présidentielle qu'elle soit finalement la parole magique qui va régler. Vous avez écrit un papier, une interview très intéressante. Vous dites qu'il y a une attente irrésonéable. Mais complètement, c'est une attente totalement irraisonnable. Vous allez en Allemagne, vous allez dans n'importe quel pays européen, ça ne se passe pas comme ça. On négocie d'abord beaucoup plus. Ce sont des démocraties quand même de compromis. Et puis finalement, les problèmes ne se résolvent pas par la rue, ils se résolvent par les urnes. Et ça, c'est un sujet qui, à mon avis, est essentiel. Vous n'avez pas de gilets jaunes ailleurs. Vous les avez en France. Vous avez énoncé exactement les raisons du problème. C'est-à-dire que chez nous, il n'y a pas de négociation sociale digne de ce nom parce que les syndicats ne sont pas représentatifs. Et là,
la faute n'en incombe pas exclusivement à Emmanuel Macron. Ça fait très longtemps que les syndicats, au lieu de défendre correctement les gens, défendent des intérêts catégoriels, voire de poursuivre des objectifs politiques. Je pense à la CGT notamment. On peut d'ailleurs se poser la question de l'évolution que prend la CFDT, parce que je trouve que Laurent Berger, en s'alliant avec Nicolas Hulot sur la base d'un programme de transition écologique, d'où devrait tout procéder, se politise pas mal aussi. Donc pas de syndicats, et puis pas de contre-pouvoir, un Parlement croupion, on est obligé d'en revenir à cette très vieille expression. Donc il n'y a aucune raison que les gens attendent de quelqu'un d'autre que d'Emmanuel Macron les réponses. Et la réforme constitutionnelle est là, effectivement, totalement au creux du problème. C'est-à-dire qu'il nous propose une réforme constitutionnelle où il réduit le nombre de parlementaires. Donc en fait, il va complètement à contresens de la problématique qui est justement de la proximité des élus avec leur électorat. En l'occurrence, cette réforme risque en plus d'être anticonstitutionnelle parce que ça va créer des différences de nombre d'électeurs entre circonscriptions qui seront supérieures à 10%, ce qui normalement n'est pas constitutionnel. Ça, c'est la première chose. Et le deuxième problème dans cette réforme constitutionnelle, c'est ces fameux 20% de proportionnel. Donc en réalité, il n'y aura pas de réelle représentation du peuple, ce qui veut dire que ça n'oblige absolument pas le gouvernement à créer une forme de coalition pour que les décisions qui soient prises soient vraiment des décisions d'intérêt général et non des décisions qui sont celles de l'intérêt de celui qui veut être réélu sur son électorat. Alors, un auditeur nous dit qu'il faut des gilets jaunes, il y en a au Portugal, en Belgique, en Allemagne, en Angleterre, il y en a effectivement seulement en Europe, il y en a un petit peu partout. Il y en a un petit peu partout. On a pas mal de réactions de gens qui disent que ils n'arrivent pas. 1500 €, on paye des impôts et on n'arrive pas à vivre avec ça. Quand on gagne 1500 €, on paye qu'on est seul, on paye des impôts. Je voudrais qu'on prenne. Je vous donne la parole, Dominique. Après, on a Elisabeth en ligne. Bonjour Elisabeth. Oui, bonjour Elisabeth. Donc je suis intervenue. Oui, je vous avais demandé de rappeler. Je vous avais dit rappelez-nous si vous regardez le président et dites-nous ce que vous en avez pensé. Bon, alors écoutez, je vais prendre le temps si vous voulez bien quand même. Donc effectivement, on a des gilets jaunes ailleurs qu'en France. Moi, je suis donc petite chef d'entreprise et gilets jaunes depuis le début. Alors peut-être pas dans les manifestations, j'en ai fait qu'une, mais en tout cas en soutien. Et nous sommes très nombreux. Moi, je voudrais revenir sur cette conférence de presse donc ultra démagogique. Un compte-rendu d'un grand débat. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que ce grand débat, qu'est-ce qui l'a précipité ? C'est quand même ce que ne nomme pas Emmanuel Macron, le mouvement social inédit. Celui qu'on ne nomme pas, celui auquel on ne répond pas. Je disais hier qu'on a eu une non-réponse du président Macron depuis le 17 novembre. Et la seule réponse qu'on a eue, c'est des tirs LBD et des grenades. Voilà. Donc, moi, je voudrais parler de ce qu'on appelle la légitimité. Et ça a été dit tout à l'heure sur votre plateau très bien. Qu'est-ce que la légitimité ? Si on revient à la vraie crise de légitimité qui existe depuis l'élection d'Emmanuel Macron, c'est son élection elle-même. Emmanuel Macron, il a été élu le 8 mai 2017, donc je voudrais le rappeler parce que ça c'est très important et je voudrais développer sur le vote blanc. Il y a eu 4 millions de votants blancs le 8 mai 2017 et 12 millions d'abstentionnistes. C'est 16 millions de personnes. Ces 16 millions de personnes, vous les avez en partie représentées dans les Gilets jaunes. Emmanuel Macron n'a pas été élu avec un blanc-seing, il a été élu avec 20 millions de voix seulement. La deuxième force aujourd'hui politique, c'est effectivement ces 16 millions d'abstentionnistes et de votants blancs. Je reviens sur le début de la faites vite parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent s'exprimer, Elisabeth. Grosso modo, vous n'avez pas été convaincu quand même par ce qu'il a dit, c'est ça ? Vous avez le sentiment qu'il ne vous a pas entendu. C'est le début de l'allocution qui était intéressante, c'était de botter en touche sur le vote blanc. Évidemment, on n'aura jamais de reconnaissance sur le vote blanc parce qu'il pourrait invalider, comme dans d'autres pays, notamment en Scandinavie, le score du président, puisqu'aujourd'hui il est illégitime sur le nombre de votes. Et évidemment, il a botté en touche sur le RIC. Et le RIC, aujourd'hui, c'est la seule façon aujourd'hui de contraindre des élus à respecter leurs promesses, de lutter contre la corruption, etc. Et ça, c'était sans nommer le mouvement des Gilets jaunes. De toute façon, nous envoyer de nouveau avec mépris à une non-représentation que nous demandons. C'est-à-dire que nous, on souhaite participer de façon directe aujourd'hui. Alors, merci Elisabeth d'être intervenue. Effectivement, le RIC, c'était l'une des revendications principales des Gilets jaunes. Il n'en est pas question. Il est question de... Non, il a pris deux mesures. En fait, il abaisse le seuil de Français pour le référendum d'initiative partagée de 4,5 millions ou 4,7 millions à 1 million.
ce qui en fait quand même une procédure lourde et compliquée. Et puis, sur le référendum d'initiative locale, il veut l'élargir, mais on n'a pas très bien compris. Parce qu'il existe déjà. Oh, il existe déjà, il existe depuis 2003. Hein. C'est Jean-Pierre Raffarin qui l'avait fait passer dans ses lois de décentralisation. On n'a pas très bien compris quelle valeur aurait le référendum. Est-ce que c'est consultatif? Non, mais on n'a pas très bien compris grand-chose, en fait. Enfin, si je résume Dominique de Montvalon, moi, je voudrais rebondir sur ce que disait tout à l'heure Arnaud Benedetti. On peut effectivement s'interroger sur le fait de savoir si les institutions de la Ve République, taillées sur le modèle de Gaulle et dans lesquelles finalement Mitterrand, à son heure, a su qu'il a su incarner, est-ce qu'elles sont en situation, elles sont en situation de la France d'aujourd'hui et de demain? Cette question de fond existe. Et là, je dirais que la pratique, jusqu'ici, puisqu'il paraît que ça va changer, la pratique de Macron a aggravé les choses. Hein. C'est aggraver les choses par rapport à la logique même de ces institutions. Tout à fait autre chose. Je ne fais pas des commentaires, mais parlez bien dans le micro de J'ai été frappé, Laurence, de ce que vous disiez tout à l'heure. Je trouve cette histoire de tirage au sort des citoyens, mais attendez, mais c'est absolument surréaliste. Alors qu'il aurait fallu supprimer le Conseil économique, social et environnemental. S'il faut aujourd'hui faire quelque chose, et il y a plusieurs chemins d'ailleurs pour ça mériterait un vrai débat, c'est de renforcer le Parlement. De renforcer le Parlement, on peut le faire de différentes façons, en diminuant le nombre des députés, en l'augmentant, enfin bref, il y a plein d'autres choses. Éventuellement en changeant la date des législatives. Cette histoire de tirage au sort, j'espère qu'on ne le verra pas. Et effectivement, il faut non seulement renforcer le Parlement, mais pour renforcer le Parlement, il faut renforcer les parlementaires. Donc déjà, leur donner une légitimité au moment de l'élection. Effectivement, c'est pas avec 80% d'abstention qu'un parlementaire a une légitimité. Donc à mon sens, il faut pas uniquement lutter contre l'abstention, mais il faut rendre le vote obligatoire. Rendre le vote obligatoire et le doubler du vote blanc, là, effectivement, on donne le choix aux gens. Vous pouvez vous abstenir, mais par contre, vous avez une obligation de voter. Ce qui veut dire que les parlementaires, comme tous les élus, seront légitimes dans leur posture, parce qu'on ne pourra pas opposer le fait que personne n'a participé à l'élection. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il va falloir changer aussi le mode de scrutin, parce qu'aujourd'hui, pour se présenter à une élection, il faut avoir de l'argent, beaucoup d'argent. Une élection législative, c'est minimum 30 000 €. L'élection européenne, c'est 1 million d'euros. 1 million d'euros, comment voulez-vous que des partis émergents, des petits partis se présentent? Ça n'est pas possible. Et donc, le renouvellement démocratique, le renouvellement des partis et des personnes ne peut passer que par ces différentes modularités. Et dernièrement, il va falloir aussi réfléchir au statut de l'élu, parce que se présenter à une élection quand on est profession libérale ou quand on est fonctionnaire, c'est facile, mais se présenter à une élection quand on est salarié, quand on est ouvrier, c'est quasi impossible, parce qu'on sait qu'on perd son travail. Allez, on se retrouve dans quelques instants. Je vois beaucoup de gens sur on est très très suivis aujourd'hui sur les réactions Facebook de gens qui nous disent qu'ils vont remettre leur gilet jaune samedi, qu'ils sont en colère, qu'ils sont encore plus en colère. Donc que peut-il se passer samedi? On attend vos réactions, 08, ou plutôt le 1er mai. En fait, il y a des appels à manifester le 1er mai. 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert. Avec vous jusqu'à midi, vous retrouverez ensuite André Berkoff. Vos réactions à la conférence de presse d'Emmanuel Macron, la conférence de presse du président de la République hier soir, 0826 300 300. Pour en parler, Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, spécialiste en communication politique, Dominique de Montvalon, journaliste politique, Laurence Marchand-Taillade, présidente de Force Laïque, et Judith Weintraub, grand reporter. Oui, pourquoi on ne dirait pas grande reporter après tout? Au Figaro, ce serait très exagéré. Au Figaro Magazine. On a Julien en ligne avec nous. Bonjour Julien. Oui, bonjour. Bonjour. Moi, j'étais très déçu par rapport au RIC. Je ne sais pas si, durant les événements des Gilets jaunes, Laurent Fabius avait sorti quelque chose, une idée très géniale. Il avait dit il faut démocratiser la démocratie. Et là, sur le RIC, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien, en fait. Peut-être un truc au niveau local, mais ce qui est intéressant, ce qui serait disruptif, ce serait justement le RIC au niveau national. Oui, et là... Mais il y a une chose qui m'a vraiment scandalisé. Je sais pas, ça a eu très peu d'écho. C'est ce pauvre homme qui s'appelle Philippe, qui a été massacré dans un parking à 23h alors qu'il récupérait sa voiture au parking de la gare SNCF d'Avon, qui a été massacré pour qu'on lui vole son portable et son ordinateur par deux soi-disant réfugiés algériens de 26 ans en situation totalement irrégulière en France.
Et j'aimerais insister sur l'état d'insécurité, mais effrayant de ce pays. Voilà. Ouais. Bah, oui, la conférence de presse du président a été très longue, mais pas assez longue pour que ces sujets de sécurité et d'insécurité, qui sont très importants aux yeux des Français, soient traités. Ça, c'est dommage et regretté. Oui, c'est vrai que ça aurait pu être abordé. Jonathan est en ligne. Bonjour, Jonathan. Bonjour, c'est la première fois que je suis sur la radio, alors je voulais le dire. Voilà, moi j'appelle parce qu'en fait j'ai regardé le grand débat hier, le grand ce qu'il nous a dit quoi. Il s'est très bien parlé, ça c'est sûr, il s'est très bien parlé. Mais moi ce qui m'a donné envie c'est que demain je serai gilet jaune. J'ai jamais été gilet jaune. Je suis de chez moi en accident de travail depuis 5 mois. Je suis l'actualité, je regarde la radio, je regarde Internet, je regarde la télé, et tout ce qui m'a donné envie, c'est d'être gilet jaune demain, parce que pour moi, il n'y a rien à porter. Il nous a laissés dans la merde actuelle qu'on est. Ouais. C'est beaucoup, vous êtes nombreux à dire ça, je vais remettre le gilet jaune, je vais descendre dans la rue, etc. Je comprends que ce monsieur trouve que le président de la République ne lui a pas apporté de réponse. Je signale juste au passage que ce qu'il a annoncé hier est évalué pour les finances publiques entre 7 et 9 milliards d'euros supplémentaires. Il y a eu déjà 11 milliards d'euros selon la Cour des comptes dans le premier train de mesures, c'était en décembre. On arrive à 17 milliards d'euros absolument pas financés. Alors je dis pas que ce qu'il a donné suffit. Je dis simplement qu'il faut très vite se poser la question du financement. Exactement. Non, mais ce que dit Juliette Vintraube est important parce que quand même, fondamentalement, depuis le 10 décembre ou 11 décembre, 11 décembre, 11 milliards. Il a quand même ou 10 décembre, 10 milliards. Il a lâché beaucoup. Vous savez, il faut relire Tocqueville. Tocqueville, il dit quelque chose, il dit les révolutions en général, comment ça se passe? Quand vous soulevez juste un peu le couvercle de la soupière, une fois que vous l'avez soulevé, vous ne pouvez plus le rabaisser. Et il y a un peu ça aujourd'hui avec Emmanuel Macron. Il a quand même beaucoup cédé. Et d'une façon intuitive, les gens qui sont opposés à sa politique et les plus déterminés que sont les Gilets jaunes, d'une certaine façon, sont dans cette radicalité politique en demandant toujours plus. Et il s'est lui-même... finalement, il s'est piégé lui-même. Il a voulu tellement être obstiné dans son fonctionnement, notamment sur la taxe carbone, que finalement, il a laissé infuser l'idée qu'il fallait lui imposer un rapport de force extrêmement dur pour parvenir à ses fins au niveau des revendications. Parce que du coup, il a réagi au moment où il y a eu le plus de violence, ce qui fait qu'il a, d'une certaine façon, donné une prime à la violence. Et cette prime à la violence, on la retrouve maintenant dans les propos des Gilets jaunes qui disent finalement, et je les comprends, qu'on soit bien d'accord, je ne légitime jamais la violence et je la condamne toujours. Mais par contre, je comprends que certains, dans leur logique, se disent finalement, puisqu'ils ne nous écoutent pas quand on manifeste de façon complètement pacifiste, et finalement on va laisser faire les casseurs, puisque quand les casseurs agissent, il se passe des choses. Donc c'est un vrai problème, et en l'occurrence, effectivement, ils distribuent de l'argent, 17 milliards, entre 17 et 20 milliards, sauf que c'est pas forcément ça qui était attendu. Il y avait des mesures qui coûtaient pas cher, qu'il aurait pu prendre, et qu'il décide... Par exemple, décider d'une vraie réforme de la démocratie, d'une vraie réforme constitutionnelle, ça coûtait pas un rond. Décider de pourchasser réellement tout ce qui était fuite fiscale, ça coûtait pas nécessairement de l'argent. Le problème, il aurait fallu effectivement qu'à Bercy, il y ait un peu plus de fonctionnaires, parce que je vous rappelle que sur ce plateau même, je vous ai rappelé pour cette question-là, il y en a 3. Il y en a 3. Donc il faudrait aussi peut-être embaucher, ou en tout cas rebasculer du personnel sur ces questions-là. Donc en réalité, il y avait beaucoup de mesures qu'il aurait pu prendre, qui étaient des mesures symboliques et des annonces symboliques, qu'il a préféré écarter plutôt que de distribuer de l'argent dont on sait que finalement ça n'aura pas forcément d'effet. En tout cas, les réactions de nos auditeurs, c'est moi je n'ai rien vu, vous parlez de sommes importantes, moi je n'ai rien vu, je n'ai rien ressenti. Oui, c'est terrible parce que par exemple, quand il parle de faire en sorte que ce qu'on appelle le minimum contributif. Le minimum contributif, c'est le minimum vieillesse qui est à 640, avec un plus si vous avez travaillé 120 trimestres, vous arrivez à 700 € par mois. C'est à peu près ça.
porter ce minimum contributif de 700 € à 1 000 € par mois, ça n'est pas rien. Il ne faut pas dire que c'est rien, c'est très important. Oui, c'était noyé dans le tout, mais voilà, c'est ça. Comment c'est financé par ailleurs, ça la question reste entière. Mais c'est le problème du financement. Mais c'est le problème, oui, c'est ça, des mesures ciblées et de la méthode. Et de la méthode. Parce qu'on ne sait pas du tout quand ce sera appliqué, si c'est avec la réforme des retraites ou pas. Mais à chaque fois qu'on lui a posé, que les journalistes sont tentés de lui poser des questions un peu précises, il a répondu, voyez avec mon Premier ministre. Oui, mais c'était l'intérêt des questions précises, c'est qu'on voyait lesquelles s'opposaient. Alors on a Mohamed en ligne avec nous. Bonjour Mohamed. Oui, bonjour. Voilà, moi je suis gilet jaune. Gilet jaune et malvoyant. Donc déjà j'ai un commentaire un petit peu. Bon, de toute façon je m'attendais à rien de ce président. Il a commencé par fusiller, flinguer les gilets jaunes, d'accord. Alors moi je vais aux manifestations chaque samedi. Chaque samedi je suis gazé. Chaque samedi, il n'y a même pas de sommation. Par contre je voudrais dire quelque chose par rapport aux 2 000 €. Donc pour les retraités, c'est 2 000 € net fiscal, le net brut ou le net à payer. Il n'a pas apporté de précision là-dessus déjà sur le montant. Et si on prend quelqu'un qui est à la limite, c'est-à-dire si on enlève c'était par rapport, c'était quoi? C'est par la réindexation, c'était ou c'était pour enlever la CSG là à moins de 2 000 €? C'était quoi déjà? Non, il parle de je sais pas, on est pas sur la C'était la réindexation. Voilà, la réindexation. Donc si on enlève est-ce que quelqu'un qui a 2 000 €, il passe en dessous, il est à la limite? Qu'est-ce qu'on fait pour ces gens-là? Donc si on a quelques euros près. Et pourquoi en 2020? Et pourquoi pas maintenant? Pourquoi pas maintenant? Écoutez-moi, on a attendu 5 mois. Au final, il n'y a rien. Sa conférence, elle n'a rien donné. Et on attend 5 mois, il dit en 2020. Non, je pense que les retraités ont le droit dès aujourd'hui. Par contre, je voudrais faire un petit commentaire sur Mme Tayal, que globalement, j'aime bien. Globalement. Il y en aurait pour tout le monde. Oui. Non, mais attendez, globalement, la laïcité, il y a une différence entre elle et moi. Parce que moi, je suis croyant, et moi, la laïcité, il faut tout accepter. Mais là où je ne suis pas d'accord avec vous, pourquoi le vote obligatoire? Vous croyez que, en disant d'aller voter, que les gens aillent voter obligatoirement, les députés auraient la légitimité? C'est une légitimité par force. Non, pourquoi obliger les gens à aller voter? Non, puisque vous pouvez voter blanc. Vous pouvez voter blanc. Mais dans ce cas-là, non, moi je préfère faire autre chose. Parce que les gens qui disent si tu vas pas voter, tu n'as rien à dire, je ne suis pas d'accord. Parce que le vote blanc, déjà, il faudrait le reconnaître. Mais monsieur, j'entends bien, mais quand on ne vote pas, en réalité, on donne raison à celui qui a le plus d'électorat. Et souvent, malheureusement, la personne qui récupère le plus facilement son électorat, qui a un électorat stable, ce sont des extrêmes. Et en l'occurrence, aujourd'hui, c'est le Rassemblement national. Donc ne pas aller voter, c'est favoriser les extrêmes. Donc je considère que aller voter, déjà, c'est un devoir civique, citoyen, et rendre le vote obligatoire, c'est faire en sorte que soit on est élu par une véritable majorité, soit on n'est pas élu, et auquel cas il faut reprocéder à des élections. Il nous reste peu de temps. Vous leur auriez posé quoi comme question, vous? Les uns et les autres. Moi, j'aurais demandé juste comment ils financent. Oui, c'est ça. Comment ils financent. C'est quand même la question essentielle. Et puis, quid des gilets jaunes? Est-ce qu'il a changé de politique? Il aurait répondu non. À cause de la suppression des niches fiscales annoncées pour les entreprises, de certaines niches fiscales pour les entreprises, à cause du renoncement à la suppression des postes de fonctionnaires, à cause de la multiplication de maisons de services. Parce qu'il cite l'exemple du Canada avec ces maisons Canada qui apparemment fonctionnent très bien. Au Canada, ils ont supprimé 120 000 ou 140 000 postes de fonctionnaires, pas partant à la retraite, fonctionnaires en activité. Dominique, vous l'auriez demandé quoi rapidement? Je leur ai demandé de réagir aux manifestations de rue qui se poursuivent et qui apparemment vont se poursuivre, voire éventuellement s'amplifier. Alors, concrètement, quels ordres à la police, etc. Mais c'est vrai que moi, comment il réagit par rapport à ça? Moi, j'ai été très surprise qu'il n'y ait aucune question qui ne soit posée sur les gilets jaunes. Et c'est vrai qu'après, et puis il y a la question aussi de la territorialité, parce que c'est la vraie question des gilets jaunes, c'est aussi l'accès aux services, comme le disait Judith. Et en l'occurrence, il nous parle d'une simplification territoriale, administrative, mais il ne nous dit pas laquelle. Donc c'est important aussi. Oui, bon, on aurait le temps de débattre encore 1 heure de plus. Quand il dit il faut pas habiter à plus d'1 heure de son travail, je veux bien, mais
mettez des transports en commun et comment on fait? Comment on fait? C'est la vraie question. Il y avait de quoi faire 3 ou 4 conférences de presse supplémentaires. Merci. Mais il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Merci à vous. Merci d'avoir été aussi nombreux à nous suivre ce matin, avoir été aussi nombreux à réagir. Vous savez que vous avez la parole sur Sud Radio. Il y aura les vraies voix ce soir également où vous pourrez vous exprimer. Bien évidemment, à suivre André Berkoff. Bonne journée, bon week-end sur Sud Radio.